Alors ces dernières années nous auront confirmé, pour ceux qui en doutaient encore, que ce monde n'est pas aussi prévisible que nous le pensions. Malgré ce qu'aiment penser à notre époque les économistes ou scientifiques férus d'analyse, de data, de probabilité, de sondage, eh bien l'histoire est plus déterminée par des événements extraordinaires et imprévus que par l'analyse de données. Et le statisticien, mathématicien Nassim Nicolas Taleb appelle ces événements extraordinaires des signes noirs. Alors ça n'a rien à voir avec le Black Swan du ballet de Tchaïkovski, le lac des cygnes. L'expression signe noir est en fait une expression commune et anglaise du XVIe siècle. L'expression complète exactement, c'est un oiseau rare dans le pays, rare comme un cygne noir. Cette expression désignait à l'époque une observation encore jamais faite. C'est l'équivalent anglais, si vous voulez, de notre poule au rond des dents. Est-ce que vous avez déjà vu des poules avec des dents? Moi non plus. On a longtemps pensé aussi que les cygnes étaient uniquement blancs jusqu'en 1697 où des explorateurs allemands ont découvert des cygnes noirs lors d'une expédition en Australie. Et donc depuis les travaux de Taleb, un signe noir, ça désigne un événement qui a de très faibles probabilités d'arriver, mais qui a lieu quand même, et qui a un impact extraordinaire sur l'environnement, les populations ou les systèmes économiques, politiques, sociétaux en place. Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001, la crise financière de 2008, la crise sanitaro-politique Covid-19 sont considérés comme étant des signes noirs. Alors nous sommes bien évidemment pas tous impactés de la même manière par ces événements. Et pour le comprendre, Taleb décrit 3 types d'individus, les fragiles, les robustes et les antifragiles. Alors pour mon propos lors de cette vidéo, je vais utiliser ces concepts dans le cadre de l'être humain, mais vous pouvez extrapoler tout ça et le mettre sur le plan d'une entreprise dans votre cadre professionnel, ou ça peut être extrapolé sur le plan d'une société ou sur le plan d'un pays ou d'un État ou de même parfois de certaines idées ou certains concepts. Donc le fragile, si on revient sur l'être humain, le fragile, il craint les événements inattendus, il craint selon Taleb la volatilité. Par exemple, la vie lui met des patates, et Dieu sait si elle nous met des patates en ce moment, il s'effondre très rapidement et se relève difficilement s'il se relève. Et en tout cas, il se relève en ayant perdu beaucoup de plumes. Le robuste est plus fort que le fragile, naturellement, peut-être parce qu'il est plus préparé. La vie, à lui aussi, lui met des patates, mais lui, il est dans les cordes, un peu comme un boxeur. Il encaisse les coups, il résiste aussi longtemps qu'il peut résister. L'antifragile se distingue, lui, du robuste par le fait que lorsque la vie lui met des droites, il se renforce. Et Taleb associe l'antifragilité au mythe de l'hydre de Lerne. Dans la mythologie grecque, c'était ce fameux monstre avec plusieurs têtes. Et lorsqu'on lui coupait une tête, il y avait 2 têtes qui repoussaient. Et donc, à chaque attaque, il était de plus en plus fort. Donc, pour Taleb, à une époque où les signes noirs risquent de se multiplier, que ce soit sur le plan climatique, énergétique, sanitaire, politique ou économique, résister ne suffit plus. Il est plus sage, selon lui, de rechercher l'antifragilité. Et j'aime bien cet exemple. Imaginez-vous sous un orage. Si vous êtes fragile, vous allez vous prostrer peut-être sur place et attendre que quelqu'un arrive avec son parapluie pour vous protéger. Si vous êtes robuste, vous avez peut-être fabriqué vous-même un parapluie ou en tout cas un abri pour vous mettre à l'abri de l'orage et vous attendez maintenant que l'orage passe.
Alors sous un orage normal, cette stratégie serait pertinente. Elle le devient beaucoup moins sous un orage signe noir qui est par définition beaucoup plus imprévisible dans sa force, dans sa violence et aussi dans sa durée. Et le stoïcien Sénèque, le philosophe Sénèque, traduit très bien ce que serait une attitude antifragile sous ce style d'orage. Lorsqu'il dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie. » Et c'est un très bon conseil qu'on pourrait appliquer en ce moment, parce que si nous attendons que quelqu'un d'autre nous confirme qu'il ne pleut plus pour recommencer à danser, eh bien on prend aussi le risque de ne plus jamais danser. Nous devons donc rechercher l'antifragilité. Et un bon moyen de comprendre ce qui nous rend, de trouver cette antifragilité, eh bien c'est de réfléchir à ce qui nous rend fragile et de chercher à s'en éloigner. Et Ibn Khaldoun, un historien du Moyen-Âge d'origine arabe, l'explique très bien lorsqu'il dit « Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de prospérité. Les temps de prospérité créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. » C'est donc bien la période de prospérité peut-être que nous traversons ou que nous venons de traverser depuis en tout cas la fin de la Seconde Guerre mondiale qui peut-être, si on en suit cette analyse, nous fragilise et fait que nous traversons ensuite individuellement ou collectivement des temps plus difficiles. Et pour en prendre conscience, il suffit de s'intéresser au phénomène des maladies de civilisation qui se développent depuis plusieurs décennies et qui sont directement imputables à notre style de vie, au style de vie que nous avons dans nos sociétés modernes. Et là, je pense en particulier aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'obésité, au cancer, aux maladies neurodégénératives, à la dépression, au suicide qui en découle parfois. Ces maladies ne sont pas ou peu présentes dans des sociétés plus traditionnelles où la vie, par certains aspects, est aussi parfois plus rugueuse. Donc, de nombreux aspects de notre modèle sociétal nous fragilisent. Et dans cette vidéo, j'ai pas envie spécialement de vous apporter des solutions miracles. J'ai pas de solution miracle à vous apporter. J'ai pas de solution miracle à vous faire écrire sur un calepin pour que vous soyez plus antifragile. Mon objectif ici, c'est de vous faire lever le nez du guidon, de vous apporter peut-être un autre axe de réflexion dans votre quête de liberté et d'épanouissement. Et pour ça, je vais mettre le doigt sur deux aspects de notre modèle sociétal qui, je pense, nous fragilisent en cette période. Et ensuite, ce sera certainement aussi à vous de réfléchir à ce que vous pouvez faire de ces informations. Donc voici, quelque part, ces deux épines. Notre mode de vie urbain individualiste et notre dépendance au cadre. Notre société nous conditionne depuis le berceau à être de bons citoyens, des élèves studieux qui réfléchissent à l'intérieur d'un cadre. Ouais, c'est comme ça qu'on est accepté dans nos sociétés modernes. Nous sommes donc conditionnés à devoir nous plier aux dimensions du cadre. On nous apprend aussi à faire confiance à ce cadre, à être rassuré par lui, voire même parfois à être prêt à défendre sa légitimité. Un autre terme pourrait être système de croyance. Le système de croyance, si vous voulez, de notre société forme le cadre dans lequel nous évoluons collectivement, forme la réalité qui est la nôtre, si vous préférez. Le problème est que l'émergence
de certains signes noirs semble être le fruit de notre système de croyance. La crise financière de 2008, par exemple, eh bien, elle est le résultat de dérives financières qui ont été créées par le système de croyance, le système de valeurs de notre société. Au-delà de ça, par définition, la portée d'un événement signe noir sort complètement du cadre. C'est d'ailleurs ce qui fait que ce style d'événement est aussi traumatisant pour les populations. Donc vous comprenez bien que les réponses à ces crises, les réponses qu'on cherche, que vous cherchez peut-être en ce moment, ne peuvent pas se trouver à l'intérieur du cadre qui les a créées. Et comme le disait Einstein, on ne peut pas régler un problème en restant sur le même niveau de conscience qu'il a créé. Donc pour survivre à ce genre d'événement, il ne faut pas simplement résister et tenir bon en essayant de maintenir les bords du cadre ou le système en place comme on peut. Il faut certainement peut-être sortir du cadre, remettre en question nos croyances. Il faut certainement, comme l'enseigne Einstein, élever notre niveau de conscience et réfléchir à notre vie, à notre avenir, à notre évolution depuis ce nouveau point de vue. Il y a une expression anglaise qui dit « think outside the box ». Il faut penser, adopter un mindset en dehors de la boîte. En dehors de la boîte dans laquelle peut-être on est enfermé depuis toujours. Et c'est là où les choses se compliquent. Parce que depuis l'enfance, on a appris à construire notre pensée dans cette boîte. On nous a même punis à la maison, à l'école et plus tard dans notre job pour ne pas être resté dans le cadre défini. Si vous êtes parent, peut-être que juste avant de regarder cette vidéo, vous avez puni vos enfants parce qu'ils ne sont pas restés dans le cadre que vous avez, vous, défini. Dans le cadre dans lequel vous pensez qu'ils doivent rentrer comme vous êtes rentrés avant eux. Et ça, vous l'avez peut-être aussi vécu dans votre job, où un jour vous avez voulu faire preuve d'initiative, mettre en place certaines choses et on vous a fait bien comprendre, non, reste à ta place. Ouais, reste à ta place. C'est pas à toi de faire ça, t'en as pas les compétences, donc reste à ta place. Reste dans le cadre dans lequel tu dois être, dans le cadre dans lequel on t'a recruté pour notre société, et reste à ta place. Et l'un des aspects de ce cadre, de ce système de croyance, l'un des aspects les plus délétères à notre époque, j'aurais pu prendre d'autres aspects, mais là, dans cette vidéo, j'ai fait le choix de vous parler de cet aspect, est qu'on est conditionné à penser que notre salut viendra de l'extérieur, de papa, maman, du maître d'école, du médecin, de médicaments, d'un coach, de notre employeur, d'un plan qu'on pourrait avoir dans le cerveau, merci Elon Musk, ou du gouvernement, ou de Dieu. On nous a conditionnés à déléguer notre pouvoir à d'autres, à attendre ou rechercher un sauveur qui serait extérieur, plutôt que d'assumer ce pouvoir peut-être intérieur, d'en prendre l'entière responsabilité. Et aussi de prendre l'entière responsabilité de la folie ou de la grandeur aussi de notre existence. Et c'est vrai que c'est confortable. Ouais, c'est très confortable même de laisser papa ou maman faire à notre place. Moi, j'ai 4 enfants. Je vois bien que parfois, même pour mon grand adolescent, c'est confortable que ça soit papa ou maman qui viennent le réveiller le matin. C'est confortable d'attendre d'une autorité supérieure qu'elle nous apporte le savoir. Ouais, on est là comme des petits oiseaux avec le bec ouvert et on attend que le maître vienne nous donner la béquée. C'est confortable de laisser la décision, parfois des décisions importantes qui pourraient impacter notre santé, à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est confortable d'attendre de notre employeur ou du gouvernement qu'il règle nos problèmes. Parce que s'il ne les règle pas, si ça ne marche pas comme on voudrait, eh bien le bouc émissaire, il est tout trouvé. La faute, on sait sur qui l'a rejeté.
autre que sur nous. Et c'est aussi très confortable pour certains de penser qu'un Messie, dans tous les sens du terme, quel qu'il soit, ça peut être un homme politique, ça peut être un coach, ça peut être un youtubeur, un influenceur que vous suivez. C'est très confortable de penser qu'un Messie va débarquer sur terre dans notre vie pour faire les choses à notre place et nous sauver quelque part. On adore ça. Notre cerveau en particulier, il adore ce qui est confortable. Le problème, c'est que, comme l'explique Taleb, la dépendance à une aide extérieure, en particulier dans tout ce qui touche à notre survie, mais aussi tout ce qui touche à notre épanouissement, eh bien, c'est une caractéristique majeure, cette dépendance est une caractéristique majeure d'un système en situation d'extrême fragilité. Plus nous sommes dépendants, plus nous espérons une intervention extérieure pour notre survie, et plus nous nous fragilisons, plus nous créons aussi les circonstances de notre déchéance. Exactement comme certaines races d'animaux domestiques qui, au fil de leur évolution, sont devenues de plus en plus dépendantes de l'humain, du maître qui les nourrit, et se sont par la même fragilisées jusqu'à, dans certains cas, mettre pratiquement la survie de l'espèce en péril. Et je pense en particulier au bulldog anglais. Alors je sais pas si vous avez ce chien, mais est-ce que vous savez d'où vient la race du bulldog anglais? À la base, c'était des chiens de combat qui étaient utilisés au Moyen-Âge dans les combats et que l'on entraînait en les faisant combattre contre des taureaux, ou contre des ours. D'où ce nom bulldog, parce que bull, ça signifie taureau en anglais. Le bulldog est donc le résultat à la base d'une sélection qui visait à créer un chien agressif, avec une morsure puissante, féroce, un chien courageux, insensible à la douleur. Et cette sélection, qui cherchait juste à produire une machine de guerre, a aussi pratiquement causé la perte de l'espèce parce que la race était devenue ingérable en raison de sa trop grande agressivité, sa trop grande férocité. Donc le bulldog anglais a failli s'éteindre jusqu'à ce qu'un groupe d'éleveurs s'y intéresse et commence à retravailler un peu la race, et en particulier dans l'objectif d'atténuer un peu son caractère agressif. Et aujourd'hui, si vous avez un bulldog anglais, je pense pas que vous lui fassiez combattre un taureau. C'est plutôt des chiens qui sont des chiens de compagnie qui sont très gentils, très doux, équilibrés, très gentils avec les enfants, mais aussi des chiens qui maintenant ont des prédispositions à de nombreuses maladies, à des calculs urinaires, à des problèmes de cancer, des problèmes de mise-bas, des anomalies de croissance. C'est aussi un chien qui s'adapte mal au changement climatique, qui a du mal parfois à respirer si on lui fait faire un peu trop d'efforts physiques. Ce qui est quand même un comble quand on sait qu'à l'origine, c'était des chiens qui affrontaient des taureaux. Donc cette dépendance au cadre, cette dépendance au système, ce confort dans lequel parfois on s'enferme, nous apporte une fausse perception de confort, une fausse perception de sécurité, une fausse perception aussi de liberté qui finit par nous affaiblir. Et le signe noir que nous vivons depuis un certain temps, je pense en particulier au Covid-19, mais peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, ce sera du passé, et peut-être qu'on en sera dans un autre signe noir encore plus important. Eh bien, le signe noir qu'on vit là depuis un certain temps nous a poussé à remettre en question le cadre. C'est ce que font ces signes noirs. Ils nous poussent à remettre en question nos vies, à revoir notre système de croyances. Ils nous poussent à évoluer. Peut-être que le signe noir Covid-19 vous a complètement chamboulé, pas sur le plan de la santé ou physique, mais vous a fait percevoir votre réalité d'une manière différente. Ça vous a fait remettre en perspective certaines de vos valeurs, votre style de vie. Vous avez peut-être décidé de changer radicalement certaines choses dans votre vie qui vous correspondaient plus. Ça a été ce qu'aura fait germer en vous ce signe noir.
Et certaines personnes sont restées aussi à l'intérieur du cadre, se sont retrouvées enfermées. Ouais. Et ces personnes qui sont restées consciemment ou non dans le cadre sont aujourd'hui prisonnières de ce carcan et n'en sortiront plus. Et j'irai même plus loin dans cette analyse. Si ces personnes sont conscientes de leur situation, certainement elles en souffrent. Et pour atténuer cette souffrance, elles feront paradoxalement tout pour défendre la validité de ce cadre et vous faire revenir à l'intérieur. Et certainement vous l'avez déjà vécu. Dans d'autres cas de votre vie, je pense que, je sais pas quel âge vous avez, on a tous un vécu, vous avez certainement changé beaucoup ces dernières années. Vous avez peut-être été obligé, vous, à un moment donné, de sortir du cadre dans lequel vous étiez. Vous avez peut-être changé de style de vie, d'alimentation. Vous êtes mis à faire du sport, à manger différemment. Vous avez peut-être déménagé, changé de boulot. Vous avez peut-être divorcé. Vous avez peut-être changé en fait, votre perception du monde, quelque part. Et alors, vous avez peut-être observé aussi que certains de vos proches, que ce soit dans vos amis ou votre famille, qui eux sont restés à l'intérieur du cadre, n'ont pas compris votre démarche et ont tenté tout ce qu'ils pouvaient pour vous faire revenir à l'intérieur du cadre. En vous disant, non mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais t'es tombé dans une secte ou quoi? Tu te lèves à 5 heures du matin pour lire des bouquins, pour prendre des notes, t'as démissionné, t'as même quitté ton mari ou ta femme, ou un argumentaire aussi très à la mode durant cette période Covid-19, c'est mais t'es devenu complotiste ou quoi? Donc la plupart d'entre vous, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes allé au-delà de tout ça. Vous, dans le chaos, peut-être que vous viviez ou que vous vivez en ce moment, vous attendez pas bras croisés qu'on vienne vous sauver. Vous avez pris la responsabilité de votre vie. Vous êtes remis en question. Vous avez peut-être recherché la connaissance. Et vous êtes, par là même, en train de reprendre ou vous avez repris une partie de votre pouvoir. Vous êtes donc déjà peut-être sorti du cadre. Ou au moins vous êtes peut-être à la recherche des clés qui vont vous permettre de décadenasser le cadre dans lequel vous êtes et qui vous correspond plus. Vous êtes donc sur le chemin de ce que Nicolas Taleb appelle l'antifragilité. Au-delà de nous extirper du cadre ou de la matrice dans laquelle on est parfois enfermé, il faut certainement revoir le modèle même de notre société et repenser son fonctionnement. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. La plupart des signes noirs qui prennent naissance en ce moment sont directement liés, ont pris naissance dans le cadre dans lequel nous vivons, dans nos sociétés modernes, ont pris naissance dans le système de croyance, au travers du système de croyance qui est le nôtre. C'est nous qui avons créé ça, par nos pensées, par nos actions du quotidien, qui étaient complètement standardisées par le cadre dans lequel nous étions. Il faut donc chercher peut-être à revoir ce fonctionnement sociétal. Si on revient en arrière, loin en arrière, si on revient au néolithique, depuis le néolithique, avec l'apparition de l'agriculture, les hommes, entendez, êtres humains, ont progressivement mis de côté leur mode de vie tribal, c'est-à-dire dans le sens tribal, dans le sens communautaire, pour un mode de vie qui les a poussés progressivement à faire des choix de plus en plus individualistes. Alors, je sais pas où vous vivez, mais pour beaucoup d'entre nous, dans nos sociétés, vivent dans de grandes agglomérations où on peut passer toute une vie
sans créer de liens et sans croiser et ne croiser que des inconnus. On peut vivre pendant des années dans notre appartement sans adresser la parole à la personne qui vit juste dans l'appartement qui est situé derrière le mur de placo de notre salon. J'ai vécu pendant de nombreuses années, pendant toute une décennie à Paris et en région parisienne. Je ne peux que confirmer ça en fait. Et plusieurs études interculturelles ont montré que la société moderne, notre société moderne, en dépit des progrès qu'elle a pu faire dans le domaine de la médecine qui sont indéniables, dans le modèle de la science, de la technologie, eh bien, elle est aussi affligée, notre société, des pires taux de dépression, de schizophrénie, de mauvaise santé, d'anxiété, de solitude chronique, de suicide de toute l'histoire de l'humanité. Il a même été observé que lorsque la richesse et l'urbanisation augmentent dans une société, eh bien, les taux de dépression, de suicide, qui est vraiment le summum de la dépression, eh bien, ont tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer. Ouais, ça peut paraître surprenant, mais quelque part, pas tant que ça. Si on prend un peu de recul sur nos modes de vie et comment on se sent avec ce style de vie très urbain, individualiste, dans ces grandes agglomérations, il y a quand même une certaine causalité dans cet état d'être en fait. Et selon l'OMS, dans les pays riches, les gens sont 8 fois plus susceptibles d'être atteints de dépression que dans les pays pauvres. Le taux de suicide avoisine les 25 pour 100 000 dans nos sociétés dites modernes, avec un pic même à 30 pour 100 000 chez les hommes blancs aux États-Unis. Alors que dans les sociétés tribales, si on étudie un petit peu le mode de fonctionnement de certaines sociétés natives, tribales, ancestrales, où le sentiment d'appartenance au groupe, le lien créé entre les membres de ce groupe qui est beaucoup plus important, du fait aussi des conditions de vie, du nombre de personnes constituant ces groupes, eh bien, dans ces sociétés, il y a peu de traces, par exemple, d'un indicateur vraiment très fort, je pense, qui montre à quel point une société court à sa perte, c'est le suicide. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus alarmant que des gens qui se sentent tellement mal dans leur vie, tellement mal dans une société qu'ils décident de mettre fin à leur jour. Eh bien, dans cette société tribale, il y a peu ou pas de traces de suicide. Si je prends l'exemple, par exemple, des tribus amérindiennes, je m'intéresse beaucoup à la culture amérindienne, les seules causes de suicide relevées étaient, dans certaines tribus, pour ne pas être un fardeau pour le groupe, lorsqu'on était malade, blessé ou trop vieux, on se suicidait par un acte de bravoure dans un combat, peut-être pour sauver certains membres de notre tribu, pour être un brave parmi les braves, et aussi parfois lorsque certains guerriers étaient capturés pour échapper à la torture, ils mettaient fin à leur jour. Il est donc dans ces groupes sociaux plus petits, plus resserrés, bien évidemment aussi plus pauvres, hein, ils n'avaient pas une berline ou Netflix, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas un iPhone, ils n'avaient pas une Rolex au poignet, naturellement. Eh bien, dans ces sociétés, même actuellement, hein, dans ces groupes plus petits, plus resserrés, le partage, la solidarité, ce sont des vrais moyens de survivre. Ce partage, cette solidarité qui peut aussi donner du sens à une vie, qui peut faire qu'on se sente bien dans une société, dans ces petits groupes, c'est très important, tout simplement parce que la survie individuelle dépend complètement de la survie du groupe, de la protection que le groupe peut nous apporter individuellement. Donc dans ces sociétés, le refus de partager, le fait de profiter du travail des autres, le fait d'être malhonnête, c'est sévèrement condamné.
y a pas de comportement égoïste. Tout simplement parce que ça serait considéré comme une trahison. Ça affaiblit la tribu, le groupe en lui-même, donc c'est une trahison et ça enclenche derrière une sanction qui peut être très importante, qui peut être le bannissement de la tribu ou la mort. Mais dans les deux cas, à une certaine époque, quand on était banni du groupe, du clan dans lequel on vivait, notre survie était fortement compromise. Ouais, on recherchait un autre clan dans lequel s'intégrer pour pouvoir survivre, parce qu'on ne pouvait pas survivre seul. Dans nos sociétés modernes, on est très loin de ça. On est chacun individuellement complètement noyé dans la masse. On peut facilement faire preuve de malhonnêteté, escroquer les autres, escroquer la communauté sans risquer grand-chose. Il suffit de voir le nombre de fraudes aux aides sociales, les détournements d'argent public, les détournements aussi. Renseignez-vous sur les Pandora Papers et vous verrez un petit peu de quoi je parle. Ou le versement de bénéfices que peuvent se verser certains grands patrons de grosses sociétés qui sont complètement disproportionnés. Dans une société tribale, ces comportements sont impensables parce que ça menace trop l'équilibre du groupe. Dans ces sociétés plus petites, plus resserrées, il semble plus facile aussi de mettre du sens dans ces actes, puisque chaque action qu'on porte dans nos vies a pour objectif de maintenir l'harmonie du collectif. Alors que nos sociétés modernes sont devenues malades de sous-nutrition en sens, justement, en sens commun ou en valeurs communes. Et c'est aussi beaucoup plus difficile, naturellement, à créer dans un groupe regroupant des millions d'individus. Le problème, qui rejoint un petit peu ce que je vous disais en début de cette vidéo, c'est que en voulant absolument rester dans le cadre, en voulant absolument continuer de s'intégrer dans une société qui est malade, eh bien, on risque nous-mêmes de devenir malades. Et je vous renvoie à mes propos sur les maladies de civilisation. On a observé aussi aux USA, par exemple, que les Mexicains qui étaient nés aux US étaient naturellement plus aisés que leurs contemporains qui sont nés au Mexique, mais ils étaient aussi beaucoup plus susceptibles de souffrir de dépression. En comparaison avec la société Amish, qui, elle, présente un taux extrêmement bas de dépression parce que beaucoup d'Amish ne sont pas intégrés du tout à la vie de la société moderne. Et j'aime bien ce que citait cette anthropologue qui s'appelle Sharon Abramovitz et qui dit que pour avancer en tant qu'être humain, pour rechercher, atteindre plus d'harmonie, plus d'épanouissement dans nos sociétés, il va falloir être prêt, et là je la cite, il va falloir être prêt à affirmer que nous ne sommes pas une bonne société, que nous sommes une société anti-humaine. Donc c'est pas l'humain qui est mauvais, c'est juste que l'humain vit dans une société moderne, dans un environnement, d'une certaine manière, dans un certain cadre, qui ne lui permettent pas d'exprimer pleinement qui il est, qui ne lui permettent pas d'exprimer la vie qui est en lui, d'exprimer pleinement toute sa force et toute son antifragilité dont vous parle Taleb. Alors, les solutions à tout ça, c'est pas à moi ni à personne d'autre de vous dire quoi faire. L'enjeu individuellement est trop important. Ouais. Si vous décidez de mettre en place des choses dans votre vie qui vont, vous le pensez, vous permettre d'apporter plus d'antifragilité à votre vie ou à votre famille,
C'est à vous qu'incombe la responsabilité, et je reviens sur les propos que j'avais tout à l'heure, le fait de ne pas chercher un sauveur, c'est à vous de prendre la responsabilité, d'analyser ça et d'en tirer les conclusions que vous pouvez en conclure ou que vous souhaitez en conclure et de mettre en place ce que vous pouvez dans vos vies pour contrecarrer ces choses-là. Moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est juste partager avec vous la direction que moi, je prends avec ma famille. Alors, c'est pas dans l'objectif de vous dire faites comme moi et ce sera parfait. Absolument pas. Peut-être même certaines choses que moi je mets en place ne seront pas bénéfiques pour vous. Parce que vous n'êtes pas moi. On ne vit pas la même chose. On n'a pas le même contexte à prendre en compte. Donc une des premières choses, en ayant conscience de tout ce que je viens de vous dire, une des premières choses que moi j'ai conscientisé, c'est que ces signes noirs qui vont être de plus en plus tous les grands, que ce soit sur le plan économique, climatique, sociétal, politique, énergétique, il manque pas de sources, de nids pour voir naître de futurs signes noirs. Eh bien, tous ces signes noirs seront à l'origine d'un nouveau monde, à condition, ce que j'ai compris, de prendre conscience que l'ancien monde est en mort cérébrale. Ouais. Et que par respect pour lui, par amour pour lui, par amour pour tout ce que cet ancien monde nous a apporté dans nos vies de positif, eh bien nous pourrions, comme nous pourrions le faire pour un être cher, on pourrait peut-être décider de laisser mourir cet ancien monde, afin de laisser émerger quelque chose de neuf derrière, de pouvoir passer à autre chose derrière. Vous voyez? Comme dans une famille, parfois, quand il y a un deuil, un membre de votre famille est à l'hôpital en mort cérébrale, à un moment donné, peut-être, on va vous questionner, dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le débranche, on le laisse partir ou pas? Il faudrait peut-être le laisser partir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes touché par ça, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Vous ne pourrez pas continuer votre vie. Vous ne pourrez pas construire votre vie. Vous serez bloqué là où vous êtes tant que vous n'aurez pas décidé de laisser partir cet être cher. Et donc de le débrancher. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le monde dans lequel on vit. Tant que vous n'avez pas pris conscience qu'il est en mort cérébrale et que vous devez, par amour pour lui, le laisser partir, vous ne pourrez pas avancer. Donc moi, j'ai décidé de le laisser mourir de sa belle mort, si je peux dire, de manière à pouvoir mettre en place d'autres choses et rechercher en particulier plus d'autonomie dans ma vie. Donc je me suis demandé de quoi mon épanouissement et l'épanouissement de ma famille est dépendant. Et mon objectif maintenant, eh bien, c'est d'évaluer le niveau de fragilité de toutes ces choses dont notre épanouissement est dépendant et les choses qui sont fragiles, qui vont contribuer à nous empêcher de nous épanouir, eh bien, je vais essayer de m'en débarrasser ou, si je le peux, de les renforcer, de les rendre plus solides, ces choses-là. On a aussi comme objectif de développer nos compétences. Développer nos compétences, que ça soit sur le plan physique, que ça soit sur le plan technique, que ça soit sur le plan social, que ça soit sur le plan intellectuel. Développer nos compétences pour être le plus autonome possible et le plus conscient possible et donc le plus libre possible dans les actes qu'on porte au quotidien. L'objectif aussi, c'est d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre esprit, de prendre conscience que la vie, c'est un grand champ de possibilités, la vie. Et que parfois, il ne faut pas s'accrocher, et ça je l'ai beaucoup appris ces dernières années, il ne faut pas s'accrocher à une seule possibilité de nous épanouir. Ce qui compte, c'est pas que nous vivions dans cette maison de cette manière-là, avec cet argent sur le compte ou que j'aime mon Harley Davidson. Ce qui compte, c'est que je sois et que ma famille soit épanouie. Et et peu importe le moyen, peu importe le moyen, du moment, ce qui compte, c'est la résultante.
peu importe ce que la vie va m'apporter, du moment que ça me tire vers plus d'épanouissement, je prends, même si c'est pas ce que j'avais prévu. Ensuite, nous, on a décidé clairement de quitter les grandes agglomérations. Donc, on a quitté la région parisienne il y a bientôt 1 an. On s'est rapproché de la nature. On a recherché un terrain pour y vivre, mais aussi pour pouvoir cultiver, planter des vergers, planter des choses qui vont pouvoir aussi nous apporter une certaine autonomie alimentaire. On cherche à créer notre clan, là où on s'est établi. On regroupe autour de nous les êtres humains qui comptent le plus pour nous. On commence par la famille, naturellement. Donc sur le même terrain, ou en tout cas on regroupe les parents, les grands-parents de nos enfants. On resserre les liens avec les fratries autant qu'on peut. Bref, on essaie de créer ce clan, ce noyau qui va nous permettre de nous épanouir. Mais si c'est pas avec la famille, ça peut être aussi avec des amis, des personnes en tout cas qui partagent les mêmes valeurs et la même vision de ce monde. Ensuite, une fois que qu'on a créé notre clan, notre noyau, l'objectif c'est aussi de créer du lien. C'est pas de s'enfermer ici et entre nous dans un autre cadre, c'est de s'ouvrir, mais à la proximité des gens qui vivent ou des familles qui vivent autour de nous. Donc là, on a appris à connaître certaines autres familles qui vivent dans des fermes à côté de chez nous. On a rencontré des agriculteurs, des fermiers, des environs. L'objectif, c'est de créer du lien de proximité avec ces gens-là, de développer un réseau d'entraide, de proximité. Pour du gardiennage, mon fils, il est allé dans la ferme de nos voisins pendant plusieurs jours nourrir leurs animaux, ou ça peut être pour se dépanner sur certaines courses, pour conduire les enfants, pour venir à la maison garder les enfants, ça peut être pour se donner un coup de main, pour faire des travaux, etc., pour s'apporter de la nourriture. Bref, créer un réseau d'entraide, recréer son clan, recréer sa tribu, recréer un groupe de vie, un groupe social de liens forts, mais de liens de proximité. Et la société, je terminerai là-dessus, la société dans laquelle nous vivons, elle est malade. Ouais, c'est pour ne pas valider ce fait, je pense qu'il faut avoir sérieusement des œillères pour ne pas s'apercevoir que notre société est malade. Et qu'au-delà de ça, elle nous rend malades, nous aussi. Attendre qu'un sauveur, quel qu'il soit, que ça soit un nouvel homme politique, que ça soit un marabout, que ça soit un coach, que ça soit un nouveau amoureux dans votre vie, que ça soit... peu importe qui ce soit. Attendre qu'un sauveur vienne régler le problème à notre place nous conduit encore plus à de la fragilité. Et notre fragilité est la cause des temps difficiles que nous traversons ensuite. Donc comme l'enseignait Gandhi, on doit incarner individuellement ce qu'on souhaite expérimenter collectivement. Vous souhaitez contribuer à créer une société plus saine, plus libre, plus harmonieuse, plus humaine, moins fragile. Attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Mette en place, vous prenne par la main et vous dise quoi faire. Individuellement, prenez la responsabilité de votre vie et incarnez toutes ces notions de liberté, d'harmonie, d'humanité le plus souvent possible dans votre vie, dans l'expérience que vous vivez.